On a souvent recours à réduire l'éthique islamique aux limites de halal et de haram, sans les dépasser pour penser la présence de soi-même dans cet univers. Le dernier code, est-il question d'être moins musulman pour être plus normal? Le trait commun des grandes écoles de sciences sociales est donner des explications solides de phénomènes opaques pour l'esprit. Les grands chercheurs en sciences sociales cherchent essentiellement à élucider les faits dont l'explication ne sort pas aux yeux. En voilà la preuve, et je donne la parole à notre frère Takrama. Je te donne à boire. C'est très difficile de fermer votre affaire là. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أيها الإخوة أيتها الأخوات أحييكم بتحية الإسلام تحية من عند الله مباركة طيبة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Merci infiniment de cette invitation encore ici pour poursuivre la réflexion autour de la référence islamique et puis pour ce qui nous concerne ce soir la question des sciences sociales. Alors, encore une fois, je vais essayer de m'en tenir à un temps plus strict que tout à l'heure pour vous donner la possibilité de débattre, de poser des questions, voire de contredire ou d'alimenter la réflexion. Ce que j'aimerais vous proposer, c'est en même temps un retour à un certain nombre de références classiques, n'importe lequel ou n'importe laquelle d'entre nous qui reviendrait à l'étude de l'islam et de la tradition légale islamique au premier rang desquels, parce que ce qui nous concerne ici avec les sciences sociales, c'est vraiment la source du savoir, la production du savoir et l'usage de la production des savoirs à partir de la référence islamique. Eh bien, ce qui nous intéresse ici, c'est le fondement de la jurisprudence, c'est les usul al-fiqh, le fondement du droit et de la jurisprudence, puisque je ne traduis pas, comme il est de coutume de le faire, fiqh par jurisprudence, c'est faux à mon sens. Le fiqh, c'est du droit appliqué et sa jurisprudence, donc c'est bien une réflexion sur le droit. Et pourquoi est-ce que je dis cela? Parce que souvent on dit oui, la charia c'est plus le droit et le fiqh c'est la jurisprudence, c'est faux. À mon sens, si on est sérieux avec les termes, la charia c'est plus que le droit. Le droit est une des dimensions de la charia, de sa traduction sur le champ de l'agir humain, alors que le fiqh c'est effectivement du droit, c'est vraiment de la production du droit, et en même temps, quand il y a des nouvelles situations, la réflexion autour de la jurisprudence. Et donc, c'est de cela dont il s'agit, réfléchir à cela. Pourquoi? Parce que c'est à travers ce travail dans les fondements du droit qu'on produit d'abord du normatif, c'est-à-dire les limites de l'agir ou l'ouverture de l'agir, et l'usage des sciences au sens général, et je vais y revenir de façon extrêmement précise. Donc ce que j'aimerais vous proposer, fidèle à l'habitude, c'est encore une fois des introductions qui marquent des éléments de réflexion. Et ce que je vais commencer par faire, c'est encore une fois une introduction avec 3 points essentiels. Le premier, c'est encore une fois de lier la référence islamique à la dimension de la société et de l'engagement social et de l'idée d'un projet social. En fait, ce que je suis en train de dire maintenant, vous pouvez le placer, pour ceux d'entre vous qui étaient à la conférence précédente, en amont de ce qui a été dit, et c'est-à-dire ce que vous allez entendre ce soir, vous allez pouvoir le comprendre indépendamment de la conférence de tout à l'heure, mais si vous remettez les deux l'une par rapport à l'autre, les deux se feront écho et se compléteront, Inch'Allah. Et puis,
La deuxième des choses, ce sera de discuter, au-delà de ce rapport islam et société, de la dimension des sources. Et là, je vais m'arrêter un tout petit peu là-dessus. Puis ensuite, les domaines de l'action. Après quoi, ce que j'aimerais vous proposer, c'est une nouvelle approche de la géographie des sources. Et c'est ce que j'appelle une réforme radicale dont nous avons besoin. Elle n'est absolument pas en trahison de la référence, mais elle est à établir sur un souci profond de cohérence. Et je vous expliquerai ce que j'entends par là. Et donc ça, c'est une thèse que je vous propose, encore une fois, de réfléchir, de discuter, peut-être de vous y opposer, mais en tout cas d'en débattre. Et puis, à partir de cette question de la nouvelle géographie des fondements du droit, une nouvelle géographie, mais qui a des conséquences très très importantes. Parce que très clairement, la thèse fondamentale, c'est que nous avons la nécessité aujourd'hui d'opérer un déplacement du centre de gravité de l'autorité en islam. Et la question de l'autorité est centrale. Tout à l'heure, j'avais des journalistes qui posaient la question de savoir qui est amené à édicter la fatwa. Alors, c'est organisé dans l'État ici au Maroc, mais plus fondamentalement, dans la communauté musulmane, dans la société musulmane et dans la pensée musulmane, où se situe la question de l'autorité? Qui a légitimité à dire oui ou non selon les domaines? Oui, ça c'est une question majeure. Et contrairement à ce qu'on dit, beaucoup de ulama et de fuqaha ont eux-mêmes déterminé parfois les limites de leur propre autorité. Parfois on leur a donné plus que ce qu'ils ont voulu. Et parfois, ils ont eux-mêmes reconnu la limite de leur autorité. Mais nous avons un vrai problème avec la question de l'autorité. Parce que comme il n'y a pas de structure qui dit l'autorité, il y a parfois des projections. Alors parfois c'est un leader, parfois c'est une personne qu'on aime, parfois c'est un alim, à qui on donne, on octroie, on donne parfois, on agit avec l'autorité par procuration, d'une question majeure dans la conscience musulmane contemporaine. Et j'y reviendrai. Et puis, alors je terminerai par des cas très pratiques. Alors, on a parlé de cas de figure par rapport je vais prendre un cas d'exemple qui est justement pas directement une science sociale pour montrer comment les musulmans, les ulama, les fuqaha et les spécialistes, les savants, médecins, ont réussi ici à développer des approches qui étaient des approches paritaires et complémentaires. Et c'est parce qu'ils ont questionné l'autorité des uns et des autres qu'ils ont réussi à avancer. Ce qui n'est pas la même chose en sciences sociales. C'est-à-dire que comme on considère les sciences sociales comme des sciences moins sûres, moins exactes, ce sont des sciences humaines, par opposition aux sciences expérimentales, empiriques ou mathématiques, par exemple, sciences empiricologiques. Donc, on a considéré ici que on avait moins besoin du savoir des sciences sociales parce que c'est un savoir moins certain. Or, c'est une question majeure ici qu'il faut que l'on pose de l'intégration des sciences sociales, même à la production du normatif. Même à la production du normatif, j'en parlerai tout à l'heure. Donc laissez-moi simplement commencer par une chose que j'ai dite tout à l'heure de façon différente, mais sur laquelle il faut que nous soyons d'accord comme préambule. Parce qu'encore une fois, j'en suis arrivé souvent dans les différents livres que j'ai pu écrire ou dans les différentes conférences que j'ai pu faire et dans les différentes rencontres que j'ai pu faire, par exemple avec, pour ce qui concerne le Fiqh Council aux États-Unis ou des majalis quand j'étais par exemple en Jordanie ou en Indonésie avec Majlis al-Ulama là-bas, ou ici à Tétouan quand je me suis assis avec Majlis al-Ulama local, ou dans d'autres pays comme j'ai pu le faire aussi avec des savants dans le Conseil européen ou dans le Conseil en Égypte, des ulama en Égypte, de se rendre compte à un moment donné que le problème, c'est qu'on peut adhérer à un certain aspect de la pensée, mais que tout n'est pas compris parce que tous les termes ne sont pas définis et toutes les perspectives ne sont pas clarifiées. Et donc ici, il y a quelque chose qu'il faut qu'on dise au départ, et que les uns et les autres, on se pose vraiment la question de savoir d'abord si on adhère ou pas à cette dimension-là. Première des choses, nous, ce que nous disons, et l'école à laquelle j'appartiens. Parce qu'encore une fois, il y a plusieurs écoles de pensée. Il y a plusieurs
école de droit, vous êtes Al-Maliki, Al-Ash'ari, tout ça c'est votre école, d'autres sont Hanbali, Shafi'i, bon, tout ça, ça existe. Mais il y a des courants de pensée aussi, il y a des gens qui sont plus littéralistes, il y a des gens qui sont plus rationalistes, il y a des gens qui sont plus réformistes de la tradition réformiste. Moi je viens de la tradition réformiste, je me situe là-dedans et j'admets que quelqu'un, comme par exemple quand j'ai pu m'asseoir avec des gens de ceux que j'appelle encore une fois Salafi al-Harfiya, je comprends qu'ils ne comprennent pas ce que je suis en train de dire, parce que leur compréhension des textes n'est pas la même, leur méthodologie n'est pas la même, on n'est pas dans la même approche des termes. Et encore une fois, je ne disqualifie pas leur islamité, et j'attends d'eux qu'ils ne disqualifient pas la mienne. Pourquoi est-ce que je vous dis ça? Parce que ça c'est très important. S'il y a une diversité, en islam il y a une diversité acceptée. Quand on ne sait pas gérer la diversité, ça se traduit par de la division mal gérée. Mais la diversité, elle est acceptée.